Je vais lire la suite du livre qui s'appelle Le roman, un livre de Tidy Tout et Rien. Et la deuxième partie s'appelle Les rencontres. Encore dans son rêve éveillé, il se posait cette question cruciale. Ai-je vraiment besoin d'une autre amie? Et si oui, comment devra-t-elle être? Il botta en touche sur la première question, car à la réflexion, il ne lui sembla pas avoir un besoin urgent de remplacer la fuyarde. Il fallait du temps, beaucoup de temps pour guérir, et pour que cette plaie ouverte ne le fasse plus souffrir. Et il se remémora son rêve en se disant qu'un rêve a toujours une signification cachée. Laquelle en l'occurrence? Ça pourrait être la suivante. Il y a tant de belles rencontres possibles que se limiter à une seule personne risquait d'être une réelle difficulté. Il est vrai qu'il a une facilité à entrer en contact avec autrui, avec toutes sortes de gens, et ceci sans préférence, étant ouvert à la nouveauté, à la beauté de l'esprit et de l'âme. Il se dit aussi qu'il y a tant de qualités qu'il attire qu'il aura du mal à les trouver toutes dans une seule et même personne. Il eut envie de les identifier et s'amusa à divaguer, et prit un bout de papier et rédigea in petto ce qui suit. Il mit tout au masculin, n'ayant aucune envie de genre et d'entrée de jeu. Il pourrait très bien envisager d'avoir aussi un ami homme, car le partage est possible avec les deux sexes, et il s'entendait bien avec les deux, avec bien sûr une préférence pour les femmes. Et là, il n'était absolument pas dans le registre de l'intime, mais juste d'envisager une ou des amitiés fortes qui lui permettraient de surmonter cette épreuve de solitude. Il se disait aussi qu'il pourrait vivre seul pendant une période plus ou moins longue. Il écrivait ainsi: musicien, instrumentiste et si possible en maîtriser plusieurs, créatif, fantaisiste, danseur, peintre, céramiste, photographe, concertiste, aimant toutes les musiques, aimant cuisiner, jardiner, bricoleur, passionné, aimant l'histoire, non conformiste, rebelle, insurgé, capable de réfléchir autrement, en se démarquant de la grande masse, envie de voyager, sportif ou tout au moins prenant soin de son corps, aimant la vie, beau, amant, aimant l'amour, et finit sur ce dernier critère. Il pensa que c'était le plus important, mais il lui était venu en dernier et ça le fit sourire. Peut-être commença-t-il à relativiser quelque peu ce domaine, mais il n'en était pas certain, car s'il aimait quelque chose dans ce bas monde, c'était bien ça. Parmi les styles de musique, il aimait la musique romantique, et dans l'état d'esprit qui était le sien, porté sur les émotions, avec une imagination exacerbée et souvent remplie de spleen et de nostalgie. C'est bien de cette musique qu'il s'agissait. Il se surprit à penser au mouvement Wanderer, né de ce lied composé par Franz Schubert en 1816 et qui magnifie un voyageur vagabond qui déambule dans sa vie en faisant des tas de rencontres, mais gardant un air désabusé et plein d'émotions encore négatives. Le soleil lui semblait froid, les fleurs flétries et la vie fatiguée. Ce vagabond exprime la conviction d'être un étranger partout. Le voyageur se demande: où es-tu, mon pays bien-aimé? Le pays où mes roses fleurissent, mes amis se promènent, le pays où on parle mon langage, au pays où es-tu? Où n'es-tu pas? Là est le bonheur. En errance dans ses pensées contradictoires, et après s'être enfin mis en route dans la lande de son pays, il rencontra une très belle femme en longue robe, avec une écharpe en soie, bien plus belle que Brunhilde. Et elle se mit à entonner l'air de la Casta Diva de la Norma de Bellini, cette mélodie merveilleuse qui nécessitait une technique vocale incroyable pour la tenue des vocalises. Chantée dans cet environnement vide de tout obstacle, cette mélodie se transporta si loin et l'homme en fut subjugué. Il avait rencontré sa cantatrice et c'était du bonheur. Ils discutaient de musique, de leurs préférences. Il lui disait qu'il aimait beaucoup Chopin et Debussy et bien d'autres encore. Elle s'appela Marie et il songea immédiatement au destin tragique de la Calas.
Maria plutôt. Maria jouait aussi de la clarinette et avait une voix sublime. Elle avait envie de le suivre et lui, ça lui allait bien. Un peu plus loin, ils virent une autre femme devant un chevalet qui venait de démarrer une toile. Elle peignait la lande et les buissons de bruyère et les tourbières. Elle était en train de dessiner un ciel magnifique. Quelle beauté et avec quelle facilité elle dosait ses couleurs et les étalait au couteau. Ils assistèrent au processus complet et Maria était également subjuguée. La peintre s'appelait Anna et elle était probablement une des descendantes de Anna Borg, artiste progressiste et disciple de Van Gogh. Ils poursuivirent leur chemin à trois et ils arrivèrent à un petit hameau avec quelques maisonnettes basses avec des toits en chaume. Ils se seraient crus dans un tableau de Bruegel l'Ancien. Ils entrèrent dans la petite église et découvrirent l'orgue. Ils trouvèrent facilement l'interrupteur pour mettre la soufflerie en route. Et l'orgue n'était pas fermé à clé. Il s'y installa et découvrit les deux claviers, celui du grand orgue et le deuxième du récit et le pédalier. Il avait une belle sonorité. Il se mit à jouer une cantate de Bach, la BWV 57. Bienheureux l'homme, selig ist der Mann. Et il se dit qu'il commençait à être réellement bienheureux. Maria entonna immédiatement le chant et tous les trois étaient en phase. Maria leur offrit l'hospitalité et elle leur prépara un bon dîner, digne de ses trois amis artistes. La bière belge, très bonne, coula à flot. L'hôte avait un très beau piano, un Bechstein de mi-queue. Il s'y installa et joua quelques pièces de Chopin, notamment la valse brillante. Puis Maria lui demanda un air de Francis Poulenc, et leur duo fut magnifique. Anna jouait du hautbois et elle partit le chercher. La soirée s'acheva dans une belle ambiance musicale. Et au bout d'un moment, les trois avaient bien sommeil. Maria leur offrit l'hospitalité et invita le pianiste à partager sa nuit. Ils continuèrent encore longtemps à bavarder de musique et de leurs autres passions, et au bout d'un moment, ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, apaisés et repus. Après une nuit réparatrice, elle lui demanda s'il voulait rester avec elle, car elle vivait seule. La proposition était bienvenue, mais il n'avait pas encore envie de s'attacher, bien qu'elle lui plaisait énormément. Il lui fit comprendre que sa route ne s'arrêtait pas encore ici, mais il lui promit de revenir la voir très bientôt. Il reprit son baluchon et partit, sans l'avoir embrassé tombant, et lui dit à bientôt. Lyon. Il prit le train de Liège pour Paris, puis descendit à Lyon pour rejoindre une amie de longue date. Fanny, passionnée comme lui de musique d'orgue, ils se retrouvèrent sur le parvis de la primatiale des Gaules, l'église Saint-Jean dotée de deux instruments magnifiques, située dans le chœur, non loin de l'impressionnante horloge astronomique qui contemplèrent subjuguée par la technologie que ces maîtres horlogers du XIVe siècle avaient été capables de construire. Puis ils allèrent à leur bouchon préféré, le panier du chef, et se commandèrent quelques spécialités lyonnaises telles que des quenelles et un beau saucisson en croûte. Ils montèrent à Fourvière avec le funiculaire, et ils se recueillirent à la basilique Notre-Dame, qui surplombe la ville, sur la colline qui prie, en opposition à celle de la Croix-Rousse appelée la colline qui travaille. C'est dans cette ville que les premiers mouvements ouvriers de protestation ont eu lieu, et notamment chez les ouvriers de la soie, les canuts. Et ils connaissaient par cœur leur chant. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. Ces grèves furent d'ailleurs durement réprimées, et ici il se dit que l'histoire était un éternel recommencement. Nice. Il prit congé et alla à Nice. Il aimait cette ville et savait qu'une amie très chère l'attendait. Quand il arriva, sans l'avoir prévenue, elle fut très contente et les retrouvailles furent joyeuses. Il se dit que toutes ces rencontres préjugeaient bien de sa nouvelle vie, et ça faisait bien longtemps qu'il n'avait plus pensé à elle, celle qui l'avait délaissée. Il partit à la cathédrale Notre-Dame Sainte-Réparate de Nice, où l'attendait son jeune ami organiste. Et juste devant l'église, il croisa son autre ami guitariste. Les trois entrèrent dans la cathédrale, et ils montèrent à la tribune, et ils firent résonner les 2000 tuyaux de l'orgue majestueux, construit par un facteur d'orgue florentin. Le jeune organiste prodige
se mit à jouer la toccata de la suite gothique de Léon Böllmann, un compositeur alsacien né à Ensisheim, un village situé à 6 km de son village natal. Puis ils s'essayèrent à jouer le concerto d'Aranjuez pour guitare et orchestre de Joaquim Rodrigo, et leur pouvait facilement remplacer la partie orchestrale. Il prit congé de ses amis et partit rejoindre son ami de Nice. À la nuit tombée, il se mit à rêvasser et il se remémora tous les voyages qu'ils ont faits ensemble, lui et sa chérie, souvent avec les enfants, parfois sans et parfois chacun de leur côté. Et il se disait qu'à partir du moment où ils ont choisi de partir séparément, c'était déjà le début de la fin de leur histoire. La suite, troisième partie, tout à l'heure. Merci.